Bonjour à tous, je m'appelle Blandine Vaucher. Je vous remercie de cette invitation Merci. Je vous remercie de cette invitation pour représenter l'école de Fougères. L'objectif de mon mémoire était d'évaluer l'apport d'un test de stéréoéquilibrage chez le patient appareillé en stéréophonie depuis plus de 6 mois. 3 critères de jugement ont été choisis. 2 ont permis d'évaluer cet apport d'un point de vue patient. Il s'agit de la compréhension dans le bruit et de la qualité de l'audition appareillée. L'analyse des résultats du stéréoéquilibrage a permis d'évaluer cet apport d'un point de vue audioprothésiste. Au total, 25 patients avec des déficiences auditives symétriques, de légères à sévères, ont été inclus dans ce mémoire. Ces patients étaient appareillés en stéréophonie depuis plus de 6 mois, avec des contours d'oreilles de marques différentes et de niveaux de gamme variés. L'étude nécessitait 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous permettait d'évaluer l'expérience du patient avec son propre appareillage à travers un questionnaire d'auto-évaluation et une audiométrie vocale dans le bruit. Le questionnaire choisi pour ce mémoire était le SSQ15, qui permettait aux patients d'évaluer l'audition de la parole, l'audition spatiale et la qualité de l'audition. L'AVB utilisé était de type adaptatif. On obtenait un score de RSB pour 50% de compréhension. Ce premier rendez-vous se terminait par un test de stéréoéquilibrage. Le deuxième rendez-vous avait pour but d'évaluer le programme stéréoéquilibré grâce à la présentation une deuxième fois du questionnaire SSQ15 ainsi qu'une deuxième audiométrie vocale dans le bruit. Le test de stéréoéquilibrage mis en place pour ce mémoire était inspiré de la procédure APA de David et Léon Daudelet. Un test de localisation, puis un test de sonique ont été réalisés grâce à 3 haut-parleurs parmi les 5 utilisés pour l'audiométrie vocale dans le bruit. 4 signaux RASTI spécifiquement choisis à 3 intensités différentes ont été testés. Comme nous voulions évaluer l'écoute binaurale, les réponses du patient étaient prises en compte lorsque les signaux étaient émis sur le haut-parleur central. Les combinaisons de réponses obtenues indiquaient des modifications de réglage pour un programme d'écoute stéréoéquilibré. Les résultats obtenus nous ont indiqué que pour 44% de l'échantillon, le réglage du patient était bien stéréoéquilibré. Ces 11 patients ont été rassemblés dans le groupe OK. Pour 56% de l'échantillon, le réglage présentait un stéréoéquilibrage à améliorer. Ces 14 patients ont été réunis dans le groupe N-OK. Afin d'observer d'éventuels liens entre le résultat du stéréoéquilibrage et le profil du patient, les groupes OK et N-OK ont été répartis suivant plusieurs catégories. Le lien entre ces différentes catégories a été étudié grâce à un test du Ki2. Et ici, on observe que le niveau de perte auditive et le résultat du stéréoéquilibrage seraient liés. Ici, hop là. Pour juger de l'apport du stéréoéquilibrage d'un point de vue patient, les résultats du questionnaire SSQ15 ont été comparés entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2. On obtient des moyennes similaires pour le groupe OK et la comparaison statistique n'indique pas de différence significative. Pour le groupe N-OK, la comparaison statistique indique une différence significative pour les sous-domaines audition de la parole, audition spatiale, ainsi que pour le score total. Pour notre critère de jugement sur la compréhension dans le bruit, la comparaison statistique entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2 n'a pas montré de différence significative du seuil de compréhension pour le groupe OK ainsi que pour le groupe N-OK. Dans notre étude, il n'a pas été observé de lien entre les résultats du stéréoéquilibrage et le fabricant utilisé, ainsi que le niveau de gamme de l'aide auditive, ce qui est en accord avec la littérature. Drennan en 2005 puis Johnson en 2017 ont constaté des performances équivalentes de localisation spatiale aidée, quelle que soit la gamme de l'aide auditive. Ils ont conclu que les patients s'adaptent aux différents traitements de signaux mis en place. Dans notre étude, un lien a été observé entre le résultat du stéréoéquilibrage et la perte auditive, suggérant que plus la perte auditive est importante, plus le risque d'obtenir un stéréoéquilibrage non conforme est important, même en conditions appareillées.
Ou cela peut signifier également que plus la perte auditive est importante, plus le stéréoéquilibrage est difficile à réaliser. En 2012, GLIDE a également observé une association cohérente entre le degré de perte auditive et la capacité de traitement spatial, et ce, malgré la mise en place d'une amplification. Dans notre étude, on constate qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe OK et NOK avant le stéréoéquilibrage, que ce soit pour les résultats du SSQ15 ou pour ceux de l'audiométrie vocale dans le bruit. On peut se demander si les difficultés de compréhension dans le bruit sont uniquement liées à un stéréoéquilibrage non conforme. Hallström n'a pas observé non plus de bénéfices significatifs pour les aides auditives. Il a suggéré que cela peut refléter la présence de déficits au-delà de la simple audibilité, tels que, entre autres, une moins bonne sélectivité fréquentielle, une susceptibilité accrue au masquage et une perte de résolution temporelle. Pour le groupe OK, il n'y a pas de différence significative entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2. Ceci est cohérent avec le fait qu'il n'y a pas eu de modification de réglage entre les deux rendez-vous. Pour le groupe NOK, selon les résultats du SSQ15, la méthode de stéréoéquilibrage semble améliorer l'audition de la parole, l'audition spatiale et le score total. Or, les résultats de l'audiométrie vocale dans le bruit ne montrent pas d'amélioration significative avant et après le stéréoéquilibrage. On observe quand même une tendance à l'amélioration de la compréhension, mais elle reste cliniquement faible. En comparant avec la littérature, Drennan constate une amélioration de la compréhension dans le bruit qu'au bout de 16 semaines. On peut se demander si l'habituation au réglage était suffisante dans notre étude. Néanmoins, les résultats de cette étude restent à nuancer. Des biais liés au design de l'étude ont pu influencer les résultats. Cette étude nous a indiqué que le niveau de perte auditive et les résultats du stéréoéquilibrage seraient liés, alors que les caractéristiques de l'appareillage n'auraient pas de lien avec les résultats du stéréoéquilibrage. Après modification des réglages suggérés par le stéréoéquilibrage, il n'a pas été observé d'augmentation significative de la compréhension dans le bruit. Cependant, ces mêmes modifications ont entraîné une amélioration de l'audition selon le patient lui-même. Cette étude a également mis en évidence certaines limites du test de stéréoéquilibrage et ainsi mis en avant la complexité du système auditif et de ses altérations. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Avez-vous des questions dans la salle? Bonjour, merci pour Charlotte Ballet, regardez ici. Bonjour, merci pour votre présentation. Du coup, à la lumière de votre expérience sur le stéréoéquilibrage, à l'heure actuelle, dans votre pratique courante, comment vous l'intégrez et à quel moment dans l'appareillage auditif? Du coup, moi, je pense l'intégrer à la fin de l'adaptation, en fait, à la fin du mois d'essai déjà, pour regarder au niveau de l'appareillage si le stéréoéquilibrage est correct, et ensuite le refaire au bout d'un an, ce serait bien. Et puis surtout se concentrer, parce que j'ai vu à travers mon étude que à partir des surdités moyennes, le risque était plus important d'avoir un stéréoéquilibrage non conforme. Donc se concentrer sur les surdités moyennes, à partir des surdités moyennes. Voilà. Et j'ai peut-être juste une petite question. Et en termes de profil audiométrique, vous ferez un stéréoéquilibrage sur tous les profils ou... Là, j'ai testé que les pertes symétriques. C'est vrai que ce serait intéressant de se pencher sur les pertes asymétriques parce que je pense qu'effectivement, la Sony ne doit pas être jugée de la même façon. Donc, ça peut être un sujet pour continuer mon mémoire par la suite, en fait. Effectivement, je pense aussi. Et je me permets une dernière question. Donc, effectivement, vous évaluez le résultat principalement par un SRT50. Est-ce que vous pensez que si vous aviez fait éventuellement d'autres mesures dans le bruit, vous auriez pu éventuellement observer un résultat ou pas qui pourrait expliquer que les patients, a priori, majoritairement préfèrent le réglage avec stéréoéquilibrage?
C'est vrai que le SRT à 50% de compréhension est difficile pour les patients malentendants. Un SRT à 70% aurait peut-être aidé à avoir une différence significative pour l'audiométrie vocale. C'est pareil, c'est une piste qui pourrait permettre de continuer mon mémoire pour savoir si vraiment la tendance est confirmée. Merci pour vos réponses, pour garder le temps. Merci.